Je suis Loïc Bouquet, je travaille pour la société Damar depuis bientôt 15 ans. Je m'occupe de tout ce qui est B2B et marketplace, donc tout ce qui est développement de nouveaux marchés pour l'entreprise. Et je suis Clément Elgar. Moi, je lead l'agence parisienne du cabinet de conseil The Trace et je m'occupe de toute l'offre cœur au sein du cabinet. Le, le sujet des marketplaces est un sujet que je remontais depuis à peu près 5 ans. Donc il faut être assez résilient chez nous parce que ça aurait pu être abandonné depuis un bon petit moment. Et là, il y avait une fenêtre de tir pour pouvoir y aller. Et très clairement, moi j'avais besoin d'avoir de l'apport de compétences externes pour pouvoir qualifier le sujet, mieux le traiter aussi pour la présentation, parce qu'il fallait convaincre après un moment le board, et puis rentrer dans quelques sujets aussi très pratiques. Donc il y avait un côté stratégique, mais aussi un côté ultra pratique sur des éléments à déterminer ensemble. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à The Trace et qu'on a collaboré sur une mission aussi très adaptée, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans du consulting extrêmement long qui n'aurait pas pu fonctionner pour nous, avec des résultats qui sont très bons. Peut-être pour ajouter d'ailleurs, Loïc, c'est que nous, ce qui était assez intéressant pour nous, c'est que contrairement à d'autres enseignes qu'on accompagne, toi, tu avais déjà une expérience, puisque tu collabores déjà avec la plupart de ces partenaires-là, sur un mode wholesale, sur un mode impé finalement, avec ce qui fait que tu avais quand même déjà une bonne idée de l'appétence pour l'offre, du type de relation que tu pouvais avoir avec eux, et ce que tu te projetais un petit peu sur un autre mode de collaboration finalement. Ouais, complètement. C'est ça, on avait déjà toute cette partie-là depuis pas mal d'années, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment besoin d'un élément de peut-être pour rendre les choses encore plus concrètes. Moi, je portais cette voix depuis quelques années. Après, il y avait aussi une partie personnelle, hein. J'avais un peu peut-être le sentiment de ne plus être écouté ou plus suffisamment, et vous avez apporté une caution au projet. Donc oui, j'avais déjà la partie 1P, j'avais déjà construit plein de choses sur la partie 3P parce qu'on avait échangé, donc partie marketplace, on avait échangé avec nos acteurs, hein. Ouais. On était déjà présent chez La Redoute, chez Kiabi et chez Amazon, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, d'avoir cette base de départ, et ça fonctionnait vraiment bien. Mais à un moment, il y avait un blocage en interne, et cette caution que vous avez apportée avec votre expérience d'autres enseignes, d'autres distributeurs, cette ouverture sur le marché, a été un élément très fort, en complément après d'éléments, encore une fois, comme je leur dis, très pragmatiques sur il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. On va vous aider à creuser tel sujet, on pourra l'aborder un peu plus en détail après, mais comme le choix technique ou de l'organisation technique et de l'agrégateur, ça nous a fait gagner un temps phénoménal. Une situation qui était bloquée depuis très longtemps, qui commençait à se débloquer et pour laquelle j'avais encore une fois, ce besoin de m'aider à peut-être mieux la qualifier, mieux la proposer. Il y a aussi dans des boîtes comme chez nous, hein, on est une ETI, on n'est pas non plus un grand groupe, mais on n'est pas une PME Mm. où tout se passe un peu action-réaction. Et c'était jusqu'à maintenant, ça le devient, mais c'était moins dans la culture de l'entreprise d'être en mode un peu test and learn. Ce que font certains grands groupes du Nord, hein, qui sont très très bons là-dedans. Nous, c'était pas notre particularité, donc il y avait besoin un peu de marketer le sujet, de mieux le vendre. Et ça a été un des éléments très importants de la mission et de la collaboration avec The Trace. Et aussi, j'allais dire mais c'est pas un mais, et aussi avec Clément, parce qu'après euh, c'est aussi une question de personne, une question d'échange. Et ça s'est fait quand même dans une période post-Covid, Covid. On Ouais, était c'est encore vrai. dedans et on a fait tout à distance. C'est vrai. À cette époque-là, on On a s'est pas passé plusieurs rencontrés jours physiquement ensemble pour la mission. sans se rencontrer physiquement. Mm. Et je pense que c'est une des qualités fortes, enfin moi c'est celle que j'avais identifiée, hein, mais de The Trace, mais aussi des personnes, de Clément, d'être capable de s'adapter aux besoins du client, parce qu'il y a quand même après une relation client-fournisseur, donc ça c'était très fort. Ça aurait pu être très compliqué quand même, hein. Euh, Ouais, complètement. et on a tout fait à distance, tous les deux, on a débloqué assez rapidement nos agendas. Euh, Moi, je me rappelle de temps quand même qu'on a passé ensemble tous les deux sur Teams, enfin, ou en visio.
Très belle expérience aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est agréable. Et d'ailleurs, je rajouterais que je pense qu'une des choses qui fait que pour nous aussi cette mission a bien marché, c'est que on avait un sponsor fort, toi, qui avait une vraie volonté, je veux dire, de passer les quelques verrous de risque, de politique, qui nous a ouvert les bonnes portes, qui avait déjà une bonne connaissance quand même du potentiel de ce canal-là. Nous, on a apporté peut-être certains écueils à les chercher plus rapidement, la connaissance des partenaires, une méthodologie, et puis faciliter peut-être toute la partie financière, business plan, comment étayer, sécuriser un petit peu le business plan, faire des hypothèses hautes, des hypothèses basses. Mais tout ça, ça a été relativement facile parce que tu avais déjà fait ce défrichage, préparé le terrain, mobilisé les acteurs côté IT, mobilisé les acteurs, tous les acteurs à embarquer sur le sujet, tes partenaires, ainsi de suite. Ce qui fait que nous, derrière, quand on a déroulé cette méthodologie, bah, ça allait vite, en fait. Ça allait vite avec ton support, avec peut-être pas l'agilité au niveau groupe, effectivement, par contre l'agilité de ton côté. De faire les bonnes mises en relation, de relancer quand il fallait, de savoir comment on pouvait contourner les sujets quand il y avait besoin de contourner les sujets, comment s'inscrire dans la roadmap IT, parce qu'évidemment, hein, il y a toujours des dépendances, et ainsi de suite. Et ça a permis finalement d'aller assez vite. Je trouve que moi, le secret de notre recette à nous, à mon avis aussi, c'était ton implication dans le sujet, l'ouverture de portes, et puis cette bonne agilité entre nous deux qui fait qu'on a pu rapidement amener au terme que toi tu voulais, finalement, le projet, quoi. C'est ça, parce qu'on est arrivé en fait à ce qui était souhaité, sachant qu'au démarrage, il n'y avait pas non plus. Enfin, c'est là où il y a eu de la flexibilité des deux côtés, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec un plan projet hyper précis, déterminé. Il fallait cette agilité. Et je pense que c'est une de vos, quand je dis vos, je parle de The Trace, hein, dans la globalité, une de vos compétences, c'est de s'adapter aussi. Et tu parlais après de notre côté, comme je l'ai présenté au début, moi mon métier c'est d'aller défricher des nouveaux types de business ou des nouvelles tendances pour l'entreprise, pour Damar. Et on a un peu développé cette culture d'agilité au sein de l'équipe, hein. On est une toute petite équipe, on est une douzaine de personnes, mais pour faire du 1P, de la supply, du marketing et de la marketplace, en France et à l'international, parce qu'on gère aussi, enfin, par exemple, je gère l'Australie et le Japon, donc c'est quand même des choses qui, on se dit, ça n'a quand même rien à voir avec le business traditionnel. Et on est obligé de travailler dans cette agilité. Euh, Néanmoins, ça n'empêche qu'à un moment, comme tu l'as dit, il y a des parties prenantes et il faut un peu les structurer. Et ça a fait aussi partie de la mission et de votre apport. Alors, je sais pas quelle est ton approche là-dessus, moi je trouve assez intéressant, c'est que c'est une mission qui a eu lieu il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. C'était en décembre 2020. 2020, et on a Décembre, clôturé en janvier. janvier, je crois, Exactement, 2021. décembre, janvier, tout à fait. Complètement. Et ce qui est intéressant, qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, donc là je me réjouis qu'on puisse le faire, c'est que euh, on peut nous reprocher des fois d'avoir un peu le rôle facile pour un cabinet de conseil. C'est-à-dire on arrive à un moment donné, on doit établir des convictions face à des décideurs, et pour faire ces convictions-là, on va faire des projections. Et les projections, il faut bien prendre des hypothèses. Donc des hypothèses de volume, des hypothèses de prix moyen de vente, des hypothèses de commission, des hypothèses de coûts variables ou fixes, ainsi de suite. Ce qui nous amène à dresser une projection finalement. Et puis bah, la projection n'a d'importance que si on la croit, hein, finalement. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on fait le bilan 3 ans après, et que justement, on peut se rendre compte à quel point les hypothèses qu'on a prises, elles étaient bonnes, elles n'étaient pas bonnes. Alors évidemment, on n'a pas de boule d'Irma, hein, donc mais pour une fois, je trouve ça assez intéressant de se dire, tu poses la question de qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, bah là c'est intéressant, parce que 3 ans après, finalement, il y a les hypothèses qu'on avait prises, est-ce qu'elles étaient bonnes, est-ce qu'elles n'étaient pas bonnes, l'organisation, on s'était posé beaucoup de questions aussi sur l'organisation, qui a dû beaucoup évoluer depuis, tu m'avais dit déjà il y a un an que tu t'appuyais beaucoup plus sur des rôles clés au sein de ton équipe, des choses comme ça, je sais pas quel bilan tu ferais 3 ans plus tard de cette initiative et de la confiance que tu avais à l'époque par rapport à la confiance que tu as aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. Il y a le bilan pendant et puis le bilan maintenant avec 3 années de recul. Euh, Sur le bilan avec 3 années de recul, j'ai du mal à utiliser d'autres termes que c'est un vrai carton. Donc parfois ça paraît, ah, il exagère. Non, on a quelque chose qui est assez phénoménal, qui a débloqué aussi énormément de choses d'un point de vue mentalité en interne. On sortait de quelques projets un peu difficiles, je vais le dire comme ça, et c'est notre premier projet à la fois sur les aspects techniques, humains. Quand je parle d'humain, c'est la collaboration
avec des personnes comme vous, des agences comme vous, mais aussi collaboration interne et business. Donc ça coche toutes les cases. On avait fait un business plan ensemble qui à l'époque paraissait quand même ambitieux. Et là, dans 4 mois, ça fera 3 ans que ça a démarré vraiment le Go Live, hein, la première marketplace, enfin dans 3 mois même précisément. Euh, on a fait en 3 ans le double de ce qu'on avait prévu de faire au bout de 5 ans. C'est-à-dire à la fin de cette 3e année-là, on sera au double de ce qu'on avait prévu en année 5. Je ne parle pas du cumul, hein, je parle vraiment déjà, paf, la photo. Donc c'est exceptionnel en performance. C'est aussi complètement dans ce qu'on s'était dit par rapport aux différentes structures de coûts, de rentabilité, ainsi de suite. On est complètement dans les clous. Pas eu de... La mise à l'échelle, t'as pas posé de soucis. Ah non, bien au contraire. Ouais. Bien au contraire, la mise à l'échelle a été très positive. Et en termes d'organisation, on est à peu près dans les clous de ce qu'on s'était donné. Donc le bilan après 3 ans, il est exceptionnel. C'est quand même formidable. Après, dans la collaboration, c'est un fonctionnement qu'on s'était défini aussi. Après chaque journée ou demi-journée de mission, on se refaisait le point, on se recalait, il y avait les comptes rendus. Vu qu'on était à distance aussi, ça imposait quand même une rigueur qui était extrêmement intéressante. Donc c'est là aussi où le travail avec une agence externe, avec un cabinet de conseil est important. C'est-à-dire que moi, j'ai pu me décharger de toute la partie compte rendu, structuration. Il y a eu des échanges pour nous aider mutuellement dans la partie stratégique. Et j'espère qu'aussi nous, on vous a apporté des choses, parce que c'est comme ça que vous enrichissez aussi. Mais il y a eu aussi tout un travail de précision. Quand on a travaillé sur le compte de résultat, vous avez mis les mains dans le cambouis. Quand on a travaillé sur le choix d'agrégateurs, vous avez mis les mains dans le cambouis. Rencontrer chacun des agrégateurs, analyser la performance de chacun d'entre eux, qualifier ce qu'il fallait prendre ou pas prendre et faire une recommandation. Et c'était une recommandation, c'était pas il faut faire ça. C'était une recommandation que nous avons suivie. Et grand bien nous en a valu. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais non, mais c'était vraiment très bon. Donc pour moi, le bilan qu'on peut tirer, c'est ça, c'est que à chaque étape, parce que c'était pas non plus une mission très longue, mais à chaque étape, on se recalait, il y avait des comptes rendus, il y avait une rigueur en plus de la flexibilité. Je pense que c'est une des clés du succès de ce genre de mission, en fait. Ouais, c'est une question que je vais te poser. Nous, sur d'autres acteurs typiquement du textile avec qui on travaille, on voit qu'il y a certains acteurs comme CA par exemple, qui a fait le test de la marketplace et qui se retirent. C'est pas les seuls, on a d'autres acteurs qu'on accompagne qui ont du mal à trouver, non pas les volumes, mais le bas de compte finalement, qui justifie l'effort de mise en place, d'avoir un flux produit qui transite bien, d'avoir une organisation aussi logistique pour, comme tu parlais tout à l'heure, d'international. Et toi, justement, dans cette perspective de ce marché qui se concentre un petit peu, tu vois comment l'évolution de ce canal pour ton activité? Plutôt en développement, plutôt en sécurisation, plutôt... Moi, je le vois en développement très fort pour nous encore. Même si on fait le double de ce qu'on avait prévu de faire au bout de 5 ans, je le vois encore très fort comme développement. Déjà, on avait cette chance finalement, parce que c'est quand même une chance d'avoir ça, que chez Damar, énormément de choses avaient été construites par le passé. Donc, Damar est une société qui a 70 ans, hein, donc il y a plein de bonnes choses, il y a des choses voilà, forcément qui sont liées à cet âge-là, mais on avait toutes les bases. C'est-à-dire que les produits, on les a, la notoriété, on l'a. Ce qui est quand même énorme, hein. C'est plus de 90% de notoriété assistée quand même, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de marques comme ça qui peuvent se prévaloir d'avoir cet actif-là. Et parfois Damar fait sourire, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Damar parle à énormément de monde. Et très souvent, après le sourire vient le côté, ah oui, c'est technique, c'est qualitatif, j'en ai porté quand j'étais petit, ou j'en porte encore pour faire du sport, ou enfin ainsi de suite. Et donc on avait ça. Et puis on avait, comme on est un acteur de la vente à distance historique, un entrepôt. On fait toute la partie logistique nous-mêmes, que ce soit la préparation, l'expédition, la livraison. Après on passe par des partenaires comme la Poste et ainsi de suite. Mais donc on a tout ça, toutes les photos. On avait tout ça aussi, toute la structure produit. L'agrégateur, on en avait déjà un.
qu'on sous-utilisait, mais on l'avait. On avait déjà le contrat, puisqu'on s'en servait pour toute la partie flux, toute la partie marketing, pour les Google Shopping et ainsi de suite. Et donc, quand on a mis, et c'était aussi ce que vous nous avez aidé à réaliser, quand on a mis tout ça bout à bout, on se dit, ben, on a tous les acquis, ce qui fait que pour nous, l'investissement a été extrêmement limité en fait. C'est marginal. C'était totalement marginal. La seule chose, et seul, il fallait quand même le faire, hein, qu'on a eu à développer, c'était justement l'intégration de toutes ces commandes qui arrivaient, de tous ces flux, pour pouvoir les traiter dans nos systèmes. Et dès le début, on l'a traité de façon 100% intégrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commande marketplace, quand elle tombe dans le système et qu'elle est préparée, il n'y a aucune différence visible avec une commande e-commerce, téléphone, papier, quel que soit le type de commande. Tout à l'heure, tu nous parlais justement de développement au Japon, par exemple. Est-ce que ça remet en question, parce que là, ça va être compliqué d'être entièrement intégré sur cette zone-là. Est-ce que ça remet en question justement les partenaires, l'équilibre sur les sujets logistiques, sur les sujets d'enrichissement de l'offre, sur les sujets... Alors, remettre en question, non, pas du tout en fait. Ok. Et bien au contraire, ça a été aussi un enseignement important. C'est que une des questions qui se posait, c'était de se dire, même en parlant que de la France par exemple, Oui. on est présent en 1P, demain on sera, on l'espère, très fort en marketplace. Ah ben oui, finalement on l'est réellement. Est-ce que le 1P ne va pas mourir? Eh bien en fait, 1 plus 1 fait pas 3, fait pas 2. Je recommence ma phrase. 1 plus 1 ne fait pas 2, effectivement, mais 1 plus 1 fait un bon 0,9 ou 0,8. Donc, c'est depuis qu'on est présent en marketplace, on a augmenté nos ventes en 1P sur la Redoute, en 1P sur Amazon. On va ouvrir Kiabi, donc on fera du modèle hybride, donc 1P et 3P sur Kiabi. C'est assez phénoménal et on se rend compte qu'il y a même des marketplaces qui aujourd'hui te disent, si vous n'êtes pas présent en 1P, on ne vous prend pas en 3P. Ah, donc il faut quand même qu'on continue à accélérer, à travailler sur ce sujet du 1P. Et donc, je suis plutôt dans une démarche, nous sommes plutôt dans une démarche avec, par exemple, je vais prendre plutôt le partenaire australien, de lui dire, en France, en Europe, les marketplaces, ça cartonne. Reteste un petit peu ce modèle-là et on va te faire bénéficier un peu de l'expérience. Et donc là, il prévoit pour l'hiver prochain de tester une présence sur des marketplaces en Australie. D'accord. Et donc, tout ça pour dire que à partir de tous ces acquis que l'on avait jusqu'à maintenant, pour en revenir à la première question, c'est que comme on avait tout ça, on n'a pas eu de frais très importants à injecter. L'équipe, ça a été une personne uniquement, avec moi au début. Mais maintenant, il n'y a que 3 personnes dans l'équipe, ce qui reste très très faible par rapport au nombre de marketplaces qu'on adresse et au nombre de pays qu'on adresse. Et comme on a en plus un modèle chez nous qui est très orienté vers le marketing direct, donc beaucoup d'investissements marketing, papier, des catalogues, des mailings, pour faire venir les gens chez nous, ce budget-là, ben, on n'a pas à le dépenser pour les marketplaces. On investit un pourcentage de marketing, mais qui est beaucoup plus faible que ce qu'on fait. Donc ce qui fait qu'à la fin, dans le compte de résultats, on s'y retrouve très largement. Et c'est pour ça qu'on accélère autant. Donc le futur, pour nous, c'est de continuer à se développer sur le marché français, mais il est déjà maintenant très très bien maillé, ça sera à la marge, hein. On est quand même présent sur 7 ou 8 marketplaces en France déjà, les plus grosses, Amazon, La Redoute, Zalando, VP, Showroom, Cdiscount, Decathlon, demain Kiabi. C'est vraiment demain, c'est d'ici 3 mois. Ça commence à être pas mal en termes de couverture. Il y en a 2 ou 3 supplémentaires qu'on voudrait adresser, mais après, ça va dépendre des problématiques. Par exemple, Kiabi, on ne l'a pas fait plus tôt parce qu'il n'était pas intégré avec notre agrégateur. Oui. Donc, c'est pas grave, on attend un petit peu. On avait de quoi faire. Exactement. Et puis, on a entamé à peine 1 an et demi après la première marketplace, l'ouverture à l'international. Européen, quand je dis européen, j'inclus l'Angleterre. Donc on a ouvert la Suisse, on a ouvert la Belgique, on a ouvert l'Angleterre.
Donc on a 2 marketplaces en Angleterre, une en Suisse, une en Belgique. Et là, maintenant, la prochaine étape, et pareil, quand je dis prochain, c'est extrêmement concret, c'est dans un mois, le 16 avril, on démarre l'Espagne, puis l'Italie, puis l'Allemagne, puis les Pays-Bas. Et ça, il n'y a que le modèle marketplace qui permet de faire ce genre de choses. On s'appuie par exemple sur Amazon qui est présent dans plusieurs pays. Et donc Amazon, on a un compte aujourd'hui, pour être un peu plus technique, on a un compte pan-européen, donc qui est valable pour toute l'Europe. Et sur Amazon, c'est très facile d'activer un nouveau pays. Parce que vous êtes capable en logistique intégrée d'atteindre ces pays-là. Parce que nous sommes désormais capables, ça c'est des évolutions que nous avons faites, et on les a faites de façon totalement intégrée. C'est-à-dire que ces évolutions, au lieu de se dire on va essayer de gérer l'Espagne pour les marketplaces, on a travaillé sur notre structure avec nos architectes au niveau informatique pour dire de quoi on a besoin demain pour adresser l'Espagne, quel que soit le canal de distribution. Donc on a fait des modifications au niveau de nos TMS, de nos flux, enfin ainsi de suite. Et donc là, ça y est maintenant, on a d'autres petits développements annexes, mais maintenant, là aujourd'hui, on est capable de livrer de façon totalement intégrée l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Tout ça dans notre système complet, aucun spécifique. À la fin, c'est juste notre partenaire postal qui prend les colis et qui les adresse au bon endroit. Ça, c'est quand même très très fort parce que ça veut dire que ça nous ouvre les portes de l'Europe, Oui. mais demain, ça nous ouvre aussi les portes du e-commerce en Europe, pas que de la marketplace en Europe. C'est une approche omnicanale. On ouvre Tout- la porte avec la marketplace, C'est tout à fait ça. mais on fait couvrir le marché finalement. Et c'est ce qu'on se disait à l'époque. D'ailleurs, dans nos plans de développement, c'était ce qu'on avait échangé. On avait parlé de ce genre de sujet. Donc, on ouvre les portes. On est vraiment dans cette notion de tester et d'apprendre. Souvent, on a plein de boîtes qui disent test and learn, test and... Oui, là, c'est hyper réel. Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que justement, tu as déjà eu des enseignements sur l'appétence par typologie d'offres en fonction de marché où ça change? Par exemple, tu dis, tiens, c'est intéressant, telle offre prend ou ne prend pas, tel positionnement tarifaire a plus ou moins de sens sur les marchés. C'est des choses que vous avez justement pu un peu éclaircir avec... Qu'on a pu tester. Ouais. On peut, j'utilise ce mot-là, s'amuser, parce que c'est presque ça en fait. Par exemple, en Suisse, on peut tester plus facilement notre élasticité prix. Donc, on sait que la Suisse, c'est toujours un marché où les prix de vente moyens sont plus élevés. Nous, on était déjà avec des prix très très élevés. Et donc, on s'est amusé à tester de la promo ou du prix un peu plus bas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il vaut mieux finalement avoir un prix un peu plus bas que celui qu'on avait jusqu'à maintenant, plutôt que de faire ponctuellement des promos sur un prix élevé. Et après, ce qui nous manque, c'est un peu de bras, justement, pour pouvoir faire encore plus de tests sur des sujets aussi fins que l'offre. Par contre, tester des modèles logistiques, tester des pays, tester des marketplaces, et celle-là, ça va pas, c'est pas grave, on arrête. Ça, c'est quelque chose qu'on fait un peu nativement, finalement, maintenant. Tu peux pas faire ça avec un site e-commerce. Je vais tester le marché allemand. Là, tu vas mettre déjà des centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros d'investissement, parce qu'entre la structure, enfin la plateforme, toute la livraison et le marketing, alors qu'en marketplace, tu prends l'Allemagne, on les avait tous identifiés ensemble, hein, il y a Amazon, Zalando, Otto, Secret Sales, enfin, il y en a plein. Et comme on est déjà présent avec Amazon, déjà, allons tester le marché allemand avec Amazon. Si on sent que ça prend pas du tout, on va pas s'amuser à ouvrir un site e-commerce en Allemagne pour l'instant. Alors Loïc, tu nous parles de toutes ces bonnes nouvelles, tous ces développements, et justement, est-ce que toi, tu identifies aujourd'hui des freins, des irritants, des raisons qui feraient que sur certains sujets, tu pousserais pas plus ou tu irais ailleurs? Alors, des freins, ils sont plus techniques que commerciaux. Euh, Déjà sur la partie technique, nous, on a quand même on a énormément d'actifs, comme j'avais partagé avant. Par contre, on a quand même une partie où on n'est pas au niveau attendu. C'est sur toute la partie structuration de données. Donc, on compense énormément avec l'agrégateur. D'accord. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de PIM, de vrai PIM. Donc, on a de la donnée un peu partout.
Alors on a tout, hein. C'est Mhm. génial. Mais Mais où? amuse-toi pour bien la remettre aux bons endroits. Et quand c'est sur une marketplace qui est pas trop regardante, ça passe. Quand c'est sur Zalando, Ah. ah ah, là ça rigole pas. Ouais. Et donc ça c'est un peu un frein aujourd'hui. Justement, pour l'instant, on peut se développer à l'échelle européenne uniquement sur des marketplaces qui nous proposent de gérer via un seul catalogue l'ensemble des pays et donc via des traductions Mhm. automatisées ou semi-automatisées avec de l'IA ou pas d'IA, enfin. Mais voilà, quelque chose qui tienne la route. Par contre, une marketplace qui oblige à avoir un compte dans chacun des pays avec un catalogue euh, dans la langue Localisé. localisée dans chacun des pays, ça, on sait le faire pour l'instant que sur 4 langues. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais ça ne nous suffit pas. Donc ça, c'est un point chez nous, et on sait que c'est un point qui est quand même lourd à mettre en place. Et en interne, pour l'instant, on aimerait bien tester des sujets, mettre en place des PIM un peu light. Pour l'instant, ce sont des sujets qui bloquent un peu. Et après, bah, les autres freins potentiels sont plutôt les freins liés à la marketplace elle-même. Euh, En France, on couvre déjà bien le territoire, donc à un moment, on va arriver à un niveau où là, 1 + 1, ça fera que 1. Donc ça servira plus à grand-chose. Euh, donc ce qu'il nous faut, c'est que certaines marketplaces, je vais citer une avec laquelle on travaille très très bien, comme La Redoute par exemple, euh, aillent enfin sur son développement international en marketplace. Tant qu'ils ne le font pas, Et vos on ne outils. peut pas y aller. Et vos outils pour le Et nos faire outils pour pouvoir le faire. ne vous demandent pas de faire le travail mécanique de Exactement, localisation. exactement. Mm. Déjà, si on couvre tout ça sur la partie présence sur des marketplaces, ça sera très très fort. Après, il y a un dernier point de vigilance, c'est sur l'offre. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on propose quand même toujours une offre suffisante, Mm. adaptée, euh, parce qu'on peut avoir tendance à aussi, on est quand même dans une période, hein, c'était la conférence de l'ouverture de Monaco, le e-commerce sous pression. Donc c'est tout le commerce qui est sous pression, hein. C'est pas que le e-commerce qui est sous pression, encore plus quand on est dans le retail et dans le textile. Donc il y a quand même une tendance à recentrer les collections. On sait quand même qu'en digital et en marketplace, la largeur d'offres, elle a une importance forte. Donc il faut qu'on ait les bons produits. Si on en a un peu moins, il faut qu'il y ait les bons. Donc ça peut être aussi un point qui peut nous freiner dans le futur. Mais pour l'instant, on ne se donne pas de limite en fait.